Existe-t-il une identité noire? La question fait l'objet d'un intérêt croissant dans l'espace politique, comme dans le monde de la recherche. Et avec nous, pour en parler, Maboula Soumaoro, merci d'être avec nous. Vous sortez un essai autobiographique sur cette question, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire aux éditions La Découverte. Dans l'hexagone, l'identité noire française est impossible, c'est le constat auquel vous arrivez? Elle est impossible, non, parce qu'elle existe de fait, mais peut-être qu'il est difficile d'en parler, en tout cas dès qu'il s'agit de paroles publiques ou d'espace public, on a du mal à dire noir et on a du mal à penser noir en France hexagonale. Moi, la première question que je me pose, c'est, quand je vois même le titre, c'est quoi l'identité noire? Alors, l'identité noire, je ne sais pas ce que c'est, et c'est d'ailleurs pour ça que le sous-titre de mon ouvrage est Réflexion sur une identité noire. Mais quand on peut parler, si on essaie d'envisager cette identité noire, on peut parler des personnes dont le corps a été fabriqué et façonné par une certaine histoire, par l'histoire du colonialisme, de l'esclavagisme, qui a fabriqué plusieurs identités raciales en France, l'identité blanche, l'identité noire et plein d'autres identités qui se trouvent entre les deux. Donc voilà, c'est plutôt la question du corps et la construction sociale et politique de ces corps à travers l'histoire. On ne tombe pas dans le concept de race, qui est un concept très décrié? Très décrié. Alors la race, je sais que c'est un concept décrié en France depuis quelques décennies seulement, puisque ce n'est pas un concept qui a toujours été décrié. Mais aujourd'hui, ça l'est clairement. Mais aujourd'hui, ça l'est clairement quand on se réfère seulement à la biologie et à l'essentialisation. Moi, je ne parle aucunement ni de biologie, ni d'essentialisation. Je parle seulement du sens et des sens qu'ont revêtu les corps à travers l'histoire. Et être compris, appréhendé, défini comme noir ou être compris, appréhendé ou défini comme blanc dans nos sociétés, ça joue un rôle et je trouve cela très dommage qu'on ne puisse pas en parler et qu'on ne puisse pas y réfléchir ensemble et en toute sérénité. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre une femme noire à Saint-Louis aux États-Unis et une femme noire à Bamako au Mali? Exactement, pardon, donc j'ai commencé à parler en anglais, exactement, ou une femme noire en France, ou à Paris, ou à Bordeaux, ou à Angers, ou Amboise. Et qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y aura des particularités nationales spécifiques. Le Mali n'est pas les États-Unis, qui ne sont pas la France hexagonale, mais, donc ça sera les particularismes. Ce qu'il y aura de commun, c'est peut-être la vision de ces trois corps de femmes, aussi bien dans leur pays d'origine que lorsqu'elles chemineront à travers le monde. Alors je disais, votre livre est basé sur votre histoire. On va regarder un autre parcours de femme, si vous le voulez bien, avec ce concept, l'afro-politaine Maya Adil, que Sophie Goldstein a rencontrée. Et on regarde le sujet qui devrait... Mayada Adil a posé ses valises à Paris après plusieurs vies déjà. Le Soudan où elle est née, l'Arabie Saoudite où elle a grandi, dans une famille conservatrice. Je suis arrivée en 2017 et je me suis dit, je dois rester ici. J'ai eu le coup de foudre. Quelques mois plus tard, fin 2018, l'UNESCO invite la jeune créatrice africaine à un défilé. Au même moment, la contestation populaire gronde au Soudan contre le régime Béchir. Se battre pour faire entendre la voix des femmes ou vivre loin d'une société patriarcale qui l'étouffe, cas de conscience tranchée, la France lui accorde l'asile. Avec l'exil et l'inscription aux Beaux-Arts est venu cet atelier, un espace partagé en plein travaux, prêté par une association qui veille sur les artistes réfugiés. Mes vêtements racontent l'histoire des femmes indépendantes et fortes. Elles ont hérité leur puissance des reines de Nubie. La voilà en reine de Nubie, tout en blanc, la couleur de la puissance au Soudan. La robe révèle ses formes, sa propre famille n'est pas d'accord. Ici aussi, c'est elle, dans sa vie antérieure de médecin à Kosti, dans un camp de déplacés sud-soudanais. C'est à ce moment-là que se révèle sa vocation profonde. Je sentais que j'avais plus à donner à l'humanité en créant des vêtements qu'en étant médecin. Je me sentais paralysée et traumatisée de ce que je voyais dans les hôpitaux. Créer des vêtements pour conjurer les souffrances et illuminer la vie, elle s'associe avec Brahim, rencontré à Paris, tchadien de mère soudanaise. Je pense que c'est aussi important de pouvoir travailler sur son identité, surtout dans le milieu de la mode aujourd'hui, parce que
pour intégrer sa culture, c'est c'est un combat en fait. Stylistes, mannequins, tous les deux afropolitains. Afropolitain, c'est pour moi, comme pour lui, le fait de venir d'Afrique, dans une ville cosmopolite comme Paris, travailler et tenter de réussir. Être afropolitain, c'est cela. Creuser son sillon dans une ville cosmopolite hors d'Afrique et affirmer son africanité. Mayada Adil était invitée à témoigner à l'Institut du monde arabe. Être créatrice de mode, c'est un acte révolutionnaire en soi, un acte foncièrement féministe. Revendiquer son droit de s'habiller comme on le veut sans être questionné, jugé ou même harcelé par les hommes. Au Soudan, les femmes risquent le fouet et la prison pour un vêtement jugé indécent. Mayada Adil trace sa voie en espérant à son tour inspirer d'autres femmes. Être afropolitain, c'est tenter de réussir dans une ville cosmopolite hors d'Afrique et affirmer son africanité. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que ça me parle, mais c'est une perspective qui s'éloigne de la mienne, de mes réflexions, et qui pose la question que vous avez soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'y a-t-il de commun entre une femme de Bamako, une femme des États-Unis, de Louisiane, ou une femme parisienne. Donc évidemment, cette identité noire se décline de plusieurs façons. L'identité africaine revêt d'autres choses, et là nous sommes face à donc c'est une créatrice de mode, je pense, qui a quitté le continent africain, qui arrive peut-être certaines de sa culture, de son héritage, et qui ensuite voyage à travers le monde. Donc se greffent des questions de classe sociale, des questions de nationalité. Et quand moi je parle depuis l'Hexagone, je pense que le contexte est complètement différent. C'était un autre parcours que le vôtre, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, à un autre concept. Avec nous depuis Bruxelles, Marie Daulne des Zap Mama. Il y a 25 ans, vous lanciez l'idée d'une identité afropéenne. Bonjour, soyez la bienvenue. Qu'est-ce que c'est l'identité afropéenne ? Bonjour d'abord à tout le monde. Ce que j'ai voulu amener en donnant ce titre afropéen, c'était de ne, si je peux comparer aux Afro-Américains, c'est d'avoir cette identité, d'être reconnu, d'être reconnu dans le système gouvernemental en tant qu'afro-descendant, puisque c'est un terme qui est souvent utilisé, mais sans créer d'espace entre afro et européen. Donc afropéen contractait et faisait une personne entière, ce que nous représentions. Nous étions des enfants issus de ce commerce triangulaire entre Caraïbes, Afrique, Europe, et toutes ces femmes qui voyageaient continuellement. Nous étions ces enfants vivant en Belgique, épanouis avec nos musiques, nos références, et dans ce petite communauté, mais dès que je sortais de cette communauté, nous rentrions dans le monde plus européen, et là on était l'autre. Et donc cette distinction autre ne nous convenait pas. Donc d'où est venue l'envie de créer Zap Mama. C'est un concept qui à l'époque n'avait pas forcément pris. Est-ce que les nouvelles générations y adhèrent? Absolument. J'ai dû m'exporter aux États-Unis pour être plus comprise, et donc où j'ai développé ma carrière pendant ces 20 dernières années. Et à mon retour ici en Europe, je vois qu'effectivement l'afropéen est là, existe bien, et doit maintenant être plus officialisé, parce qu'on est quand même encore beaucoup dans l'ombre. Et c'est là, l'esprit est encore là, mais il y a un nettoyage, décolonisation à faire, mentale, une décolonisation mentale, parce que le Belge ou le Français, j'imagine, est surpris de nos revendications, et parce qu'il ne s'est probablement jamais ressenti de ce que c'est être dans la peau d'une noire. Ouais, vous restez avec nous, Marie Daulne. Je rebondis là-dessus parce que vous parlez, vous, d'une charge raciale. C'est le pendant de la charge mentale pour les femmes. Charge raciale, c'est quoi? Exactement, c'est le pendant de la charge mentale pour les femmes, sauf qu'on peut également être femme et noire en même temps. Donc on parle d'intersection et d'imbrication. Mais comment on se sent aujourd'hui quand on est femme, noire, en France, française? Comment vous vous positionnez par rapport à la France aujourd'hui? Je me positionne
positionne par rapport à la France dans une sorte de perspective ou une tentative de reconnaissance, comme on vient de le dire, d'indigénisation. C'est-à-dire que nous sommes, pour la plupart, nés en France et nés en France hexagonale, ce qui ne doit absolument pas effacer nos ascendances, ce qui est vrai, mais le fait est que la plupart de nos vies sont menées à travers... au sein de cette France. Donc on est là et je pense que la lutte, tout ce qui peut être difficile, c'est la reconnaissance de cet ancrage. L'ancrage, il est réel, l'ancrage n'est pas unique, mais parmi cet ensemble de lieux se trouve la France. Donc il est temps que l'Hexagone se réveille à ces expériences, à ces vécus, ces réalités. Marie-Dawn parlait tout à l'heure des États-Unis, vous êtes partie là-bas 10 ans, vous dites d'ailleurs que ça a été une renaissance. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, une renaissance aussi parce que les concepts là-bas existaient, ces concepts que vous avez étudiés, des idées que vous avez étudiées. Est-ce qu'aujourd'hui, le contre-discours est prêt en France? Est-ce que les outils existent en France? Les outils existent, les expériences sont réelles. Ce qui est difficile, c'est vraiment la résistance à cette réalité. Pour moi, enfin, je parle à la fois de déni et de dénégation, c'est-à-dire qu'on vous explique que votre réalité, votre expérience n'existe pas. Vous n'existez pas. Et je pense que les personnes s'affirment de plus en plus. Et quand elles s'affirment, c'est-à-dire qu'elles vivaient déjà leur vie, mais peut-être qu'elles sont plus facilement publiées, elles ont plus accès à la parole publique. Je suis invitée aujourd'hui à TV5 Monde. Je peux donner des conférences. Alors nous, à TV5 Monde, on est très tournés vers l'Afrique. C'est évidemment un continent qu'on suit depuis des décennies. On entendait Aïssa Maïga il n'y a pas si longtemps à la cérémonie des Césars qui, elle, posait la question de la représentation. Est-ce que cette représentation-là, elle existe en France, au cinéma, dans la publicité, à la télé? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une vraie question, mais même votre positionnement, TV5 est tourné vers l'Afrique, alors que nous, on parle de la diaspora. Et la diaspora, ce sont les personnes d'ascendance africaine qui vivent en dehors du continent, notamment la France ou la Belgique. Donc quand Aïssa Maïga, en 2020, jette un pavé dans la mare qui n'en est pas un, puisqu'il y avait eu Calixte Beyala et Luc Saint-Éloi dès 2020, qui avaient interrompu cette cérémonie des Césars pour dénoncer le manque de représentation des minorités. Donc 20 ans plus tard, on en est presque au même point, et il y a tout un scandale autour des déclarations d'Aïssa Maïga, mais en tout cas, on a une Aïssa Maïga qui prend la parole et qui dit ce qu'elle a à dire sur la question. Marie-Dawn, je me tourne vers vous à Bruxelles. Est-ce que la situation, le constat est le même en Belgique? Ah, tout à fait. Je dis, évidemment, nous vivons dans un pays bilingue où le côté anglo-saxon a ses médias et son évolution, puis il y a le côté francophone qui suit la France, qui ne dépend, à vrai dire, que de la France, du succès, de tout ce qui se passe en France. La Belgique le subit, je veux dire le subit ou le vit honorablement. Et donc moi, je n'ai peut-être pas beaucoup accueilli du côté francophone et pas du tout accepté. Du coup, je me suis tournée du côté anglo-saxon. Et le fait d'avoir fait mes preuves et le succès que j'ai eu aux États-Unis ont donné envie aux Belges de me supporter parce que je travaille avec des artistes afro-américains. Et c'est vraiment maintenant que je sens qu'il y a une ouverture depuis ces 3 dernières années et je suis honorée de pouvoir en faire partie et d'être encore active dans l'activité, de pouvoir y mettre mon grain de sel. J'espère ne pas mettre que du sel, d'en faire de bons un petit peu de sel et un petit peu d'épices. On va vraiment conclure d'un mot avec vous. Est-ce que les choses évoluent quand même? Les choses évoluent puisque les personnes concernées s'affirment de plus en plus et prennent la parole. Donc il faudra de plus en plus de paroles. Il faudra nous laisser parler ou si on ne nous laisse pas parler, nous sommes déterminés. Vous pourrez revenir parler à TV5 Monde, l'une et l'autre de Bruxelles et de Paris. Merci à vous deux.